on sous-évalue beaucoup les salons. Le Who's Next, ça nous a permis d'être visible à plein de professionnels, de valider le truc. Et oui, on signe au Who's Next. Alors, faut venir préparer. Je crois qu'il y a 4 jours, on ressort avec 100 000 euros de volume de commande quand même. C'est génial. Ouais, c'est très beau. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir, j'ai la chance en fait, c'est une chance, de recevoir Lily et Mickaël qui sont les cofondateurs de Flotte. Salut Lily, salut Mickaël, vous allez bien ? Salut, bonjour, ça va et toi ? Ça va bien, ça va pas si bien que ça. Ça va pas si bien que ça, parce qu'il y a un an, vous êtes passé sur Qui veut être mon associé et j'ai trouvé l'histoire géniale, les produits super. Ma femme m'en a d'ailleurs offert un quelques semaines après le passage au printemps, parce qu'il y avait des pluies. Vous êtes passé en février 2022. Hein. Exact. Et donc, je suis grand fan de la marque, mais surtout, je t'avais écrit, Mickaël, pour te dire, putain, c'est hyper sympa. Est-ce que tu peux me le raconter un peu plus longuement que sur le panier, que sur Qui veut être mon associé sur le panier ? Tu m'as répondu et je t'ai ghosté. Ouais, je t'ai envoyé un petit message en disant que j'adorerais passer dans le panier. En effet, je pense que t'as pas vu le message. Donc il y a un apprentissage là, chères auditrices, chers auditeurs, c'est que je suis un peu parfois à la bourre sur LinkedIn et vous êtes nombreux à m'écrire très souvent des mots d'amour, parfois des mots d'insultes, mais n'hésitez pas à insister ou à me relancer si jamais je vous ai pas répondu. Je suis très heureux de vous recevoir. Flotte, c'est une collection de vêtements de pluie en textile recyclé et coloré, de pluie ou imperméable ? De pluie. De pluie, hein, tout, c'est ouais. bien, de tout. Que vous avez lancé en 2020. Exactement. À deux, en couple, enceinte. Enceinte, ouais. Ouais, c'est bon, ça. j'avais déjà ma première fille et oui, j'étais enceinte du deuxième. Ok. Lancement en 2020. En 2021, qui est la première année pleine, vous faites 1 million. En 2022, vous faites 2,5 millions. Vous avez fait x2,5. C'est ça. C'est assez incroyable et c'est très beau, surtout en autofinancement. Enfin, pas autofinancement, puisque vous avez levé un peu de suite à l'émission. Suite à l'émission Qui va être mon associé. Et vous allez m'expliquer comment on fait x2,5 en l'espace d'un an, surtout une année qui a été très compliquée pour de nombreux commerçants. Oui. Il y a quelques points clés, mais notamment la distribution et l'e-commerce. Puisque vous avez commencé en B2B, ça aussi, ça fera partie des sujets qu'on va aborder. Aujourd'hui, vous êtes 13 personnes, en croissance toujours, avec de beaux projets pour l'année 2023 dont vous nous parlerez tout à l'heure. Beaucoup de projets, ouais. Beaucoup de projets, mais l'un d'entre eux, c'est une levée de fonds. Vous êtes en train de lever des fonds. Donc, chers auditrices, chers auditeurs, si cet épisode vous plaît, que Lily et Mickaël passent le Rubicon, n'hésitez pas à les contacter, quoi. Et ben, très heureux de vous recevoir. Heureux de participer à ce podcast que j'écoute depuis maintenant quelques années et qui m'a beaucoup apporté aussi dans mon parcours personnel à moi. Ben, c'est très cool. Ton parcours personnel, alors t'as 32 ans. Exact. Et t'as commencé à bosser à 16 ans. J'ai commencé à bosser à 16 ans en faisant des petits boulots en tant que préparateur de commandes, dans la logistique, mais beaucoup dans la mode. Préparateur de commandes. Mais en dehors des cours ou Non, j'avais arrêté l'école. J'ai arrêté l'école. Je me sentais pas dans mon élément à l'école. J'étais un peu trop turbulent, je pense. Et t'es allé porter des cartons dans le sentier à 16 ans, 17 ans. Exactement. À 16 ans, 17 ans, sans diplôme, le seul métier qui vous ouvre les portes, c'est préparateur de commandes finalement. Et de fil en aiguille, en préparant des commandes, en connaissant son stock, parce que à force de préparer le même modèle tous les jours, tout le temps, on a quelques clients qui viennent et qui te demandent, écoute, petit, dis-moi, c'est quel modèle que tu prépares beaucoup en ce moment pour avoir un peu le best modèle
de la saison. Et de fil en aiguille, bah, je C'était leur un cabinet vendais. de tendance, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je leur vendais un peu. Et après, on grimpait progressivement les échelons. Mais comme donc, ça. t'es passé 10 ans dans le textile, Exactement. déjà, avant de lancer Flotte, que t'as lancé, du coup, t'avais 28, 29? J'avais 29 ans, ouais. 29 ans, ok. Toi aussi, t'as commencé à bosser jeune en parallèle des études, mais t'as toujours été une bosseuse, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, mes parents, ils sont restaurateurs, donc dans un tout autre domaine. Mais du coup, je les aidais tous les soirs et le week-end à, bah, voilà, à faire le service, à préparer les cocktails, à nettoyer les assiettes. Donc tout ça, ça m'a permis de travailler assez jeune et d'être en contact avec des clients. Et puis me mettre un pied dans l'entrepreneuriat, quoi, via mes parents. Mais du coup, vous avez créé, du coup, Flotte, toi, juste après tes études. Ouais, c'est ça. C'est ta première boîte. C'est ma première boîte, ouais. Ok. C'est la première boîte. Donc moi, j'étais plutôt spécialisée dans le marketing. Donc j'ai un master 2 en tant que chef de produit. J'ai fait plusieurs stages et des alternances plutôt dans la cosmétique et aussi dans les nouvelles technologies, genre des imprimantes 3D. C'était mon premier stage de 4 mois. C'était trop cool, j'ai adoré. En tant que business développeur. Et donc du coup, après, j'ai toujours voulu entreprendre et Flotte, c'est ma première boîte. On peut imprimer du textile en 3D? On peut tout imprimer en 3D. On peut tout imprimer en 3D. Ouais. Pourquoi Flotte? Bah, Flotte, en fait, on nous a tout simplement, c'est venu de l'idée où on nous a demandé un imperméable pas trop cher, en tissu recyclé. Et quand on nous a demandé, on n'a pas trouvé. Alors on s'est dit, bah, ça peut être déjà l'idée qu'il nous fallait pour pouvoir se lancer. Vous aviez envie de vous lancer? Ouais. Ensemble? Ouais. Ouais. Le oui n'a pas été immédiat des deux côtés, quoi. Il a dit, si, on a toujours voulu entreprendre ensemble, oui, parce qu'on est assez complémentaires et c'est ça qui est hyper important, je pense, quand on veut se lancer, surtout en couple, faut faire hyper attention. Donc oui, on est complémentaires et donc du coup, ça nous a donné envie d'entreprendre aussi ensemble. Mais donc on vous demande conseil, genre tu connais Ouais. pas un impair, pas cher, Ouais, c'est ça. recyclé, Voilà. vous trouvez pas? Nous, on n'a pas trouvé. Ok. Donc on s'est dit pourquoi pas le lancer, et si on lançait cette marque-là, comment on l'appellerait, quelle collection on créerait, comment on la créerait, comment elle serait différente des autres. Flotte.fr était libre? Vous l'avez acheté? Non, Il c'était était libre. libre. Ouais. C'est fou, Tu vois, hein. c'est fou. Et pour la Les petite planètes anecdote, étaient alignées. et pour la petite anecdote sympa, tu vois, pour te poser un peu le profil de Lily et de moi, c'est que quand on se dit on va lancer notre marque d'imperméable recyclé et coloré, on se dit quel nom on va lui donner. Donc comme c'est un imperméable de pluie, on se dit quelque chose qui a un rapport avec l'eau, avec la pluie. On se dit on va l'appeler mer, océan, eau, peut-être juste un eau, quelque chose comme ça. Ça c'est mes idées à moi. Et Lily arrive derrière et me dit non, ça c'est pas sexy, tu vas pas appeler une Océan. marque Océan ou un truc Ouais. comme ça. Elle m'a dit, tu vois, il faut venir avec un nom comme flotte, parce que flotte, c'est de l'argot français, ça veut dire il pleut, c'est une flotte de navires, c'est La engageant. communion, et puis même pour l'export, c'est cool, c'est une histoire sympa à raconter. Je me disais tout de suite, si on attaque, je sais pas, l'Asie ou l'Amérique, on leur dit, qu'est-ce que ça veut dire flotte chez nous, ici en France? Et tout de suite, t'as beaucoup de choses à dire. C'est la pluie, mais aussi, voilà, comme il disait, la communion, les gens tout autour, aller dans le même sens. Donc, c'est Ok. ça qui était... Ok. Et accessoirement, ça se prononce pas trop mal dans d'autres Ouais, langues. c'est Ouais. ça. Ok, Je cool. crois qu'en allemand, ça veut dire Je- des gens qui font vite ou quelque chose comme ça. Donc, c'est toujours positif. Je devrais savoir. Sur 2,5 millions de CA en 2022, quelle est la part à l'international? Il y en a déjà un peu? Il y en a déjà un peu, elle reste quand même minime. Ok, Ça doit représenter 10-15%. Ouais, la France est notre plus gros marché, quoi. pour l'instant. Mm. Comment on crée un impair en tissu recyclé, coloré, quand on a cette idée et qu'on se dit tiens, allez, j'y vais? La première chose, c'est de trouver... Alors nous, comme je l'ai dit, on est une vraie verticale. Donc on source matière, on source fourniture et après on donne à façon, on n'achète pas un produit qui est Quel fini. diff? La fourniture, c'est le zip et la matière, c'est le tissu? La fourniture, c'est le zip, c'est Les l'élastique, élastiques. c'est Les le élastiques, stopper, ok. c'est la bande thermocollante, c'est le même entre le zip et le curseur. Voilà, le curseur, c'est le petit bout qui vous Qui permet de remonter ou de descendre la remonter, fermeture voilà. éclair. Ouais. Tout ça, des fois, c'est pas le même fabricant. Ok. Mais Mais pourquoi vous avez cassé comme ça le... Alors pourquoi on l'a cassé? Parce que on s'est dit pour protéger justement notre chaîne de valeur et aussi pour maîtriser nos coûts. Tout ça, c'était mieux de casser la chaîne. Et si un des maillons ne respectait plus notre cahier des charges, on pouvait le remplacer comme une pièce d'un puzzle
assez rapidement et facilement. Mais pour tester le concept, il n'aurait pas été plus simple de trouver une manufacture qui te fait tout? On avait pour ambition, en fait, justement, de maîtriser nos coûts, déjà, dans un premier temps, donc casser un peu les intermédiaires, mais également aussi de faire notre propre produit et de voir réellement le coût du produit que ça allait nous revenir. Ok. Pour pouvoir, derrière, par la suite, pouvoir faire du wholesale, par la suite aussi faire du retail, des choses comme ça. Donc, il y avait tout ce savoir-faire-là aussi qu'on voulait maîtriser, nous. Et de par mon expérience également, où je savais que il y a des salons qui existent pour trouver des matériaux, pour trouver du tissu, des salons qui existent justement pour trouver des fournitures. Racontez-moi comment vous avez fait alors. On est parti déjà demander des contacts sur mon réseau que j'avais existant. On est parti faire des salons type Première Vision sur Paris pour trouver des partenaires, des fournisseurs de tissus, textiles, déjà pour voir quel tissu on veut travailler sur. Qu'est-ce qu'il y avait disponible et qu'est-ce qui se faisait sur le marché, quoi. Voilà, exactement. Et après avoir trouvé le bon partenaire, parce que c'est pas chemin facile, les premiers partenaires qui viennent, qui te disent oui, en effet, ton tissu, mon tissu est recyclé, crois-moi, sans rien qui l'atteste, c'est pas très. Il y a des labels. Voilà, exactement. Donc nous, il a fallu qu'on trouve le bon partenaire qui veuille bien nous faire confiance, fabriquer notre tissu et nous certifier la provenance du tissu, la provenance des plastiques recyclés et le label GRS Global Recycle Standard pour qu'on puisse travailler avec cette personne-là. Par la suite, après, c'est d'aller... Attends, je le refais. GRS Global Recycle Standard. GRS. Et il y a le RCS aussi. Racing Club de Strasbourg, dans le Recycled Claim Standard. Qui sont donc des labels qui certifient que le tissu a été recyclé. Oui, c'est ça. Et qui certifient que le tissu provient bien de plastique usagé. Qui retrace en fait toute la chaîne, on va dire, du tissu. Combien vous mettez dans flotte pour vous lancer? Pour nous lancer, au début, on met pas grand-chose. Je crois on doit mettre 20 000 euros. Et avec ça, t'arrives à faire une petite prod? Parce que t'as quand même des mecs qui doivent te dire t'es gentil mon petit, mais... Alors on se débrouille avec des systèmes D. Au début, on fait pas une prod, on fait une collection de sampling, de prototypes. Okay. Donc c'est un peu l'astuce. Hein. C'est on paye un peu plus cher des morceaux de tissu, des fournitures, on arrive à en trouver. Et tu fais un set d'une collection, donc voilà, tu as une dizaine de pièces. Vous avez fait combien de produits au début? Alors nous, on a fait un seul produit. Ouais. Combien quelle quantité de stock, quelle profondeur, quel volume de stock, pardon, on n'a pas fait de volume de stock du tout. Pour rentrer dans le B2B, comme on a dit, nous, on a fait un set de collection, c'est-à-dire qu'on avait un modèle déclinant 13 couleurs et on a fait 13 pièces finalement. Ok. Ouais. Et on l'a montré du coup dans le premier salon Who's Next à plein de revendeurs. Donc là il y avait tous les wholesale, les grands magasins, tout ça. On leur montrait ce set-là. Hyper intéressant, je l'avais pas. Donc vous avez fait un proto ou des protos qui sont voilà. Vous êtes assuré quand même de pouvoir les produire rapidement si vous aviez des commandes? Alors dans l'industrie de la mode, là où on a de la chance, c'est que on a des périodes de vente et on a des périodes de livraison. Donc les périodes de vente, si tu veux, c'est de janvier à mars et pour une livraison de juillet à septembre. Donc tu as 6 mois pour les produire en fait. Ouais. C'est déjà dans le calendrier, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as 6 mois pour produire et pour livrer. Donc nous, on vient avec notre carnet de commandes, on récupère toutes les commandes et après, une fois que c'est fait, on l'envoie à notre fabricant pour produire et livrer en temps et en heure. Ok, hyper intéressant. Donnez-moi un peu la timeline. Donc, trouver les textiles et les fournitures, la manufacture, faire les premiers prototypes, aller au Who's Next, prendre des commandes. Tout ça se passe grosso modo je pense le projet est né en 2019. Ouais. On travaille dessus, on fait la R&D, on voyage un peu, on essaie d'apprendre. Vous êtes allé voir des fournisseurs? On est allé voir des fournisseurs en Chine. Okay. On a visité, on a appelé des fournisseurs en France également, des fabricants plutôt en France pour la collection qu'on a présentée au Who's Next en janvier 2020. En janvier 2020. Ouais. Ok. Donc il a fallu quoi? 4 mois, 5 mois, 3 mois, 2 mois? Entre 6 et 7 mois, je pense. Entre 6 et 7 mois, entre le moment où tu dis bon allez on y va, on trouve les textiles, on va voir des fournisseurs. Vous êtes, ça se voit pas à l'oral, vous êtes d'origine asiatique, vous êtes d'origine chinoise? Chinoise. Ouais, ça aide?
Non, ça, au contraire, justement, je trouve que ça met beaucoup plus de barrières parce que quand on va, en tout cas en Chine, pour fabriquer, on va voir les partenaires, ils comprennent pas pourquoi on parle pas chinois, ils comprennent pas pourquoi en fait le visage ne colle pas avec la langue. Ils ont peut-être plus l'impression de travailler quelque chose de plus sérieux avec des personnes de l'Occident. Que avec une personne de type asiatique chinois et qui vient comme ça et qui leur demande de fabriquer ou de produire, qui leur parle anglais, ils n'arrivent pas trop à assimiler en fait ces deux informations là. Donc 6-7 mois pour avoir les protos et arriver à Who's Next avec 13 produits. Ok. Et racontez-moi. Et une mise en scène en fait. Donc vous prenez un salon ? Vous prenez un stand, pardon ? Ouais, on prend un stand. Donc du coup, le reste de l'argent qui nous reste, on fait un petit shooting sur le bord du canal Saint-Martin et on travaille un peu un petit line sheet, un petit catalogue rapidement. C'est ça. On présente directement sur le stand. Donc la petite collection avec un. Non, mais là vous y croyez ? Parce que prendre un stand de Who's Next, c'est combien ? Ouais, c'est 3 000, 5 000, 10 000. Ouais, on était sur un petit stand. Il devait faire le stand devait faire 8 mètres carrés, quelque chose comme ça, pas plus. Ça coûte 5 000 euros, quelque chose comme ça. Plus quand la même. déco, le. Alors on n'a pas fait une grosse déco. Hein. Okay. Alors on a fait vraiment nous-mêmes. Mais ça a été impactant. On a été vraiment, on va dire, le stand qui a marqué cette année-là parce que Pourquoi ? C'était différent. Parce que justement, je pense que en fait, le produit était bien travaillé, ok, mais aussi l'univers de la marque était bien travaillé. C'était une collection très colorée, alors que quand on allait dans un salon, on voyait des choses toutes très sombres ou un peu similaires. C'était un monoproduit. Alors le client, quand il voyait le produit, c'était soit oui j'aime, soit non j'aime pas, mais la décision elle se faisait assez rapidement. On avait une belle identité, c'est-à-dire qu'on avait un packaging, on avait un joli nom, flotte, on avait notre mantra qui est aussi pour les pluviophiles. Les pluviophiles, c'est les amoureux de la pluie, c'est les personnes qui ressentent de la joie et de la bonne humeur les jours de pluie. Ça a beaucoup plu, je pense, aux professionnels. Ça fait voyager. On avait notre imperméable qui se range dans un joli packaging, un petit tube, en fait, où on a fait toute une mise en scène sur ça. Donc, finalement, c'est pas beaucoup d'investissement, mais c'est beaucoup d'idées. Et ça nous a permis, en fait, tout de suite d'attirer plein de typologies de magasins, des magasins fashion, hommes-femmes, parce que c'était un produit mixte, mais aussi des concept stores, parce que justement, on était vendu dans un petit packaging qui était différent du prêt-à-porter qu'on pouvait voir à ce moment-là, où vraiment notre imperméable est rentré dans un tube en carton recyclé et recyclable et réutilisable. Et donc, on rentrait dans les concept stores qui vendaient que du mobilier ou des petits accessoires de déco. T'as pas besoin d'un... Déjà comment s'appelle un truc où tu suspends les fringues là d'important. Ouais, si quand même il faut les présenter, il faut quelque chose, mais la grosse différence et ce qui nous a permis de rentrer dans cette typologie de boutique là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une cabine d'essayage. T'as pas besoin de te déshabiller pour porter un imperméable. Donc ça, c'était une grosse différence qui nous a permis de rentrer assez rapidement dans plein de typologies de magasins directement, quoi. Ouais. Et on n'a pas 10 millions de produits, on avait un produit, monoproduit très bien travaillé, très bien réfléchi, bien positionné en termes de prix et de qualité. Et tout ça a fait un peu une sauce magique. Hein. Ouais, c'est ça. On avait fait des cubes en couleur. Il n'y a pas un facteur qui amène un succès. Je pense que c'est plein de facteurs différents, plein de valeurs ajoutées différentes, plein de secret sauce en fait, qui fait que à la fin, t'as ton menu parfait. Alors t'avais beaucoup le style un peu bohème aussi à ce moment-là. Il y avait pas encore le gros boom de ce qu'on peut voir des ultra colorés ou color block, etc. Enfin, donc ça aussi, ça a attiré l'œil. Ça faisait, je pense, une des différences. Je le vois ça, c'est votre shooting, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, si vous tapez, c'est sur Fashion Network. Ouais. Donc là, l'image, l'identité a bien changé. Ouais. Flotte, la nouvelle marque qui veut se faire une place sous la pluie. Et vous retrouverez du coup les premiers shootings. Oui, c'est moins coloré qu'aujourd'hui. Ça reste coloré, mais c'est moins travaillé l'image. Bon, après c'est normal, on s'améliore. Et je pense que les photos que je vois aujourd'hui, je vais me dire dans 2 ans. Et on n'avait pas le même budget. L'inspiration de mettre le kawaii dans cette boîte ronde en plastique, en carton. Ça me rappelle Kabaya qui a fait pareil sur les bonnets qui les vendait, qui les empilait comme ça. Ça vient d'où? T'as levé la main à l'instant?
T'as dit c'est moi? Non. Non. Oui, ça c'est moi, mais je me souviens plus où est-ce qu'on a eu cette ok. idée. En tout cas, c'est malin. Mais je pense qu'on avait envie, enfin moi je suis un vrai fan d'expérience client. À chaque fois que j'achète un produit, un PC Mac par exemple, j'ouvre la boîte, je sais pas pourquoi, mais je garde la boîte. Non, mais t'aimes beaucoup les packaging. Voilà. Je sais pas ce que je vais en faire, elle reste à la maison, mais je la garde. Et en fait, je trouve que ça faisait énormément partie de l'expérience client avant même de pouvoir porter le produit, avant même de pouvoir toucher le produit, d'avoir un joli emballage. Et on avait pensé, je crois, au début à mettre un emballage en papier, en carton. Je voulais éviter le plastique, le cellophane qu'on utilise historiquement dans les vêtements, parce que déjà ça crée du déchet. Et on voulait quelque chose de joli. Lily est venue avec l'idée de ce tube qu'on aurait pu utiliser, qu'on pouvait utiliser. Et je trouvais que c'était bien aussi pour mettre en valeur le stock sur un lieu de vente, au lieu de cacher en fait nos vêtements, les stocks qu'ils leur ont dans la réserve. Là, ils pouvaient le mettre en avant sur le lieu de vente. Tout de suite, on a pris le display, tu sais, où on range les caisses de vin, les bouteilles de vin. Ah oui, c'est des petites caisses en polystyrène où on les a récupérées, on a mis tous nos tubes à l'intérieur. Ça fitait parfaitement. Ça fit parfaitement. Ouais. Puisque ce qui est intéressant sur ce packaging, c'est que c'est un nouvel espace d'expression, un autre espace d'expression, alors qu'effectivement un plastique transparent là, tu peux rien faire. Tu le jettes direct. Mais attends, c'est pas ça qui est intéressant. Donc vous arrivez avec un beau stand. Un petit shoot Ketsen que vous retrouvez sur internet, chers auditrices, chers auditeurs, 13 prototypes. Comment tu signes? Est-ce que tu signes et qu'est-ce que tu signes? Comment tu signes? Combien tu signes? Alors très très sympa parce que en fait on sous-évalue beaucoup les salons. Le Who's Next, ça nous a permis d'être visible à plein de professionnels, de valider le truc. Et oui, on signe au Who's Next. Alors faut venir préparer. Mais tu annonces que t'es en lancement et que c'est des prototypes, ou tu fake it until you make it et tu dis ça sera pour livraison. On dit de toute façon, ça sera pour livraison à partir de telle date. Voilà, okay. On leur dit pas que c'est des protos. Ouais. D'accord, tout de suite, on leur dit voilà, c'est la collection, c'est ce que vous allez être livré de la même manière, des mêmes produits, même si on sait que derrière on va apporter des améliorations sur le zip, sur la couture, sur plein de choses. Et un peu fake it until you make it, dans le sens où c'est pas le produit final qui va être livré, ça reste des protos, mais on est là, on leur propose. Mais on te demande pas déjà qui sont tes clients, quelles sont tes ventes, quelles sont, tu vois, est-ce qu'ils demandent pas une certaine validation? Non, parce que pour le coup, on arrive et on se cache pas. Okay. On leur dit qu'on est une nouvelle marque, qu'on est une jeune marque dynamique, qu'on a un concept, qu'on a une bonne idée, et on prépare le discours quand même en leur disant voilà le prix, c'est un bon produit, il est bien placé, la qualité est bonne, c'est en tissu recyclé, on est nouveau sur le marché, on a une autre identité visuelle à nous. Et au final, tout se passe en 4 jours, hein, donc en vrai, tu signes qui et tu signes combien? Alors, on signe beaucoup d'indépendants multimarques. Ok. D'accord. Donc des agents, des représentants, des représentants, des distributeurs et des clients, parce qu'il y a beaucoup de clients. Alors, au début, c'est beaucoup de clients qui viennent. Un mec qui a une boutique ou plusieurs? Voilà, un mec qui a une boutique ou plusieurs. Ouais. Dans la rue Vieille du Temple ou dans la rue de Sèvres ou n'importe où, que ce soit à Paris ou en province. Et qui est intéressé par ton produit, qui signe une première commande et t'en profites à ce moment-là pour lui dire est-ce que tu connais pas un agent, un distributeur, un showroom qui serait intéressé pour une nouvelle marque qui n'aurait pas une autre marque en concurrence, en tout cas dans son showroom déjà. Et de fil en aiguille comme ça, on arrive à ouvrir des agents qui eux ont leur base de clientèle également. 4 jours, tu ressors avec quoi comme volume de commande? Je crois 4 jours, on ressort avec 100 000 € de volume de commande quand même. C'est génial. Ouais, c'est très beau. En 4 jours, c'est sport, mais c'est de la bonne fatigue. Et tu trouves aussi, on avait trouvé 2 ou 3 distributeurs, enfin showroom indépendants, qui ont plein de marques dans leur showroom et aussi un gros catalogue, enfin pas catalogue, mais portefeuille de clients. J'aime bien, c'est Mickaël qui rappelle Lily à l'ordre sur qu'il faut parler dans le micro, quoi. C'est bien, je vous laisse continuer. Ouais, je vais aller faire un café. Et non, mais pour le coup, oui, ça nous a donné la chance de rencontrer donc des distributeurs et des agents pour continuer le travail en fait après le salon. Parce que sinon, on sait qu'avec 100 000 €, on va pas refaire le monde en carnet de commandes. En tout cas, on sera pas assez visible. Et ces agents-là, en fait, continuent le travail durant toute la saison.
toute Mais la donc période de vente. tu signes des agents sur le salon? Ouais. Ou tu continues en tout cas la discussion avant, mais pour signer des agents? C'est ça. Ok. Mortel, vous mettez en 2019, vous avez l'idée de tester ces imperméables, vous trouvez du textile, des fournitures. des fournitures, voilà, et puis des manufactures pour vous aider à produire. C'est ça. Vous mettez 20 000 euros sur la table. Vous arrivez en janvier 2020 au Who's Next avec 13 prototypes, un beau stand, une petite collecte, un petit shooting, pardon, et vous signez pour 100 000 euros de commande en l'espace de 4 jours avec des indépendants, des distributeurs, des agents, enfin des revendeurs, quoi. Je remercie encore, je remercierai tous les jours les premiers indépendants qui ont commandé notre produit alors qu'on n'était encore personne et qu'on a encore aujourd'hui en client parce qu'ils ont cru en nous dès le début. Je trouve que c'est une vraie chance, en tout cas pour le B2B, c'est une vraie chance parce qu'on te donne la chance d'exposer ton produit au milieu d'un univers différent, au milieu de plein d'autres marques. Mortel. Tu aurais pu, j'y pensais là pendant que tu parlais au fait que, enfin j'en ai reçu d'autres ici au panier, notamment Inga qui fait les serviettes là. Super marque Inga.eco si je dis pas de bêtises. Tu les as rencontrés? Ouais. Il est hyper cool. Je me souviens plus de son prénom, pardon. Benjamin. Benjamin. Ouais. Benjamin Beer qui fait du coup essuie-tout, serviette, mouchoir. L'éponge, je crois, c'est son plus gros. Une éponge, qui a cartonné. Et donc, je me dis, c'est très sympa d'aller de son aventure. Lui, comme beaucoup d'autres invités du panier, ont opté pour un lancement en crowdfunding. Ulule, une grosse compagnie Ulule. Lui, il a cartonné. Je crois que c'est la plus grosse compagnie historique, si je dis pas de bêtises, d'Ulule. Pourquoi avoir choisi directement l'approche B2B avec ce salon plutôt que ça, par exemple, une campagne Ulule où si t'es malin et que tu débrouilles bien, tu vas faire 50 000 ventes ou précommande? Alors, parce que moi déjà, je pense que j'avais une expérience là-dedans. Je connaissais les salons, je savais que ça notait pendant les salons, et aussi parce qu'on voulait une validation du monde professionnel. Faut savoir que l'industrie, on va dire de la mode, c'est un milieu très concurrentiel. On peut lancer un produit sur le marché et qui plaise à 100, 200, 300 personnes, mais qui ne fasse pas réellement l'unanimité sur son marché, parce que c'est un milieu avec plein de concurrents, parce que c'est un milieu où tu as différents prix, tu as différents positionnements, tu as différentes images de marque. Donc en fait, le B2B nous permet, si tu veux, de vraiment tester le produit sur le marché des professionnels et des particuliers en même temps. Ouais, ce qui est bien, c'est que t'en as peut-être moins des clients, mais un revendeur parle à 50 personnes, 50, 100, 250 clients en direct, et donc du coup, tu as son feedback automatiquement. Et puis surtout, tu as des paniers moyens beaucoup plus importants. Oui, c'est ça, et puis ça te lance vraiment une vraie prod, quoi. Cool. Donc, vous ressortez du Who's Next avec des contacts, des agents, des distributeurs qui vont parler de vous, et surtout 100 000 euros de commande. Vous lancez la prod. Est-ce qu'il y a eu des galères? Oui, il y a eu plein de galères. Lesquelles? Les galères par exemple, on n'y connaissait pas autant, mais le tissu arrive et pas les fournitures, et le fabricant il dit tout simplement non, mais moi je monte rien tant que j'ai pas les fournitures, parce que je peux pas arrêter ma prod. Mettre en pause. C'est ça. Donc on a eu ces galères là, on a eu les galères d'approvisionnement, parce que on s'est dit oui, on lance la prod, mais on n'a pas forcément pensé à comment on fait venir la marchandise. Surtout qu'on est en 2020. Surtout qu'on est en 2020, il y a le Covid. Surtout que en fait on commence tout ferme, on commence à livrer nos clients et tout ferme. Donc on se dit ils vont pas en vendre une. Nous, on va se retrouver avec des demandes de reprise de marchandises, des annulations de commandes, des chèques impayés, tu vois. Et surtout que même si ils nous font pas ça, pour la seconde saison, quand on va leur proposer de racheter, ils vont nous dire bah non, je l'ai encore. J'ai même pas eu le temps de... Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est là qu'on s'est lancé sur le site. Donc déjà en 2020. Ouais, c'est ça, fin 2020. Fin 2020, vous lancez le e-com. Ouais, et pour le coup, on lance un site sous Wix, vraiment un peu éclaté, un peu éclaté au sol, avec les photos du canal Saint-Martin là sur le site. Et après, on s'est rapproché d'une agence qui a repris 2021. Ouais, c'est ça, 2020. Ouais, c'est ça, 2020. La refonte du site. Voilà, c'est ça. Sous Shopify, on en parlera tout à l'heure. Exactement. Vous avez fait d'autres salons depuis? On a refait les salons. Ouais. Le salon, on les fait, donc c'est 2 fois par an. Là, il y en a une en janvier et une en septembre. Okay. Et en ce moment, maintenant, on fait le Who's Next et Maison et Objets.
Ok. Donc 2 salons. Qu'est-ce qu'il sont faut en même faire temps. et qu'est-ce qu'il faut pas faire sur un salon? Ce qu'il faut faire, c'est connaître les prix, se faire une bonne table de prix pour pouvoir, pour que le revendeur lui puisse rémunérer aussi et puis prendre sa marge pour pouvoir revendre après. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une bonne collection qui attire l'œil, qui a un bon merch, pouvoir donner les bons arguments aussi aux revendeurs. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire? Je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est que quand on a un acheteur devant soi et qu'on est en train de parler avec l'acheteur, il faut se libérer du temps pour lui parler, même si on a 2 personnes en même temps sur le stand ou 3. Il faut réussir à captiver les 3 et ne pas les laisser repartir en leur laissant dire je repasse tout à l'heure, parce qu'ils ne repassent jamais. Ouais. C'est des salons immenses. Le mec est venu sur ton stand. Il retourne pas en arrière. Ouais, et ils sont tellement sollicités que voilà quoi. T'as dit un truc qui est intéressant, et chères auditrices, chers auditeurs, alors toute la série sera sortie, mais on a fait une série spéciale retail que je co-anime avec Michael Weiss de Shape Art, et on a reçu Morphée, Kabaya, 900 Care, et on rentre dans les détails, on découpe le prix de vente d'un produit pour comprendre à quel moment tu dois faire quel multiple. Hyper intéressant. Ça, vous le saviez avant? Oui. Ça s'apprend, ça s'apprend, tu vois ce que je veux dire? Ça s'apprend. Et il y a des règles, quoi. Ouais, il y a des règles. Je pense que souvent l'erreur de beaucoup de DNVB, les Digital Native Vertical Brand, quand elles se sont lancées, c'est qu'ils ont pas prévu en fait d'avoir le markup suffisant. Le markup suffisant s'ils veulent aller sur du wholesale ou les commissions que vont leur prendre les grands magasins ou les choses comme ça. Oui, mais parce que leur business model, c'est de vendre en direct, justement. Mais maintenant, quand tu as des coûts d'acquisition qui sont élevés, ça non, reste. Mais c'est hyper important ce que tu es en train de dire, et ayez-le en tête, vous, chers auditrices, chers auditeurs qui êtes sur le point de vous lancer. Le chiffre magique, c'est en gros x7 entre ton coût de revient produit et ton prix de vente public, TTC, c'est important. Si ton produit coûte 10 et tu dis génial, je vais le vendre 20 sur internet, ou 30, j'en sais rien, le jour où tu veux entrer en wholesale, je dis c'est affreux comme un vieux con, tu sais, le jour où vous voulez rentrer en wholesale, ça marchera pas. Là tu te prends une grosse claque parce que t'as plusieurs intermédiaires à rémunérer, ton agent, la boutique, le machin, qui veulent chacun faire leur x2. C'est ça, qui ont leur coût de structure, qui ont des salariés, qui ont des loyers à payer, ils peuvent pas rester avec 1 euro c'est ça. Mais payer tout ça, quoi. Du coup, de mémoire, on est là-dessus, on est sur un x7 environ. Nous, on est un peu moins que Okay. x7 parce que tout simplement, on a fait le choix de prendre justement des matières de qualité recyclées, ce qui coûte un peu plus cher que un polyester classique. Mais en effet, on est de faire du x5 et demi, 6, quelque chose par là, quoi. Entre un coût de revient produit et un prix de vente TTC. Entre un coût de revient produit plus transport, parce que transport inclus. Ouais. Ok. Parce qu'il faut qu'il arrive. Je prends pas le coût de revient sortie usine, quoi. Parce que pour l'instant il arrive de Chine, mais bientôt il arrivera de France et vous nous parlerez de ça tout à l'heure. Super intéressant. 2021, la boîte est lancée, vous faites 1 million d'euros, vous passez donc Qui veut être mon associé. Enfin, c'est enregistré en septembre 2021, ça passe en février 2022. En avril 2021. C'est enregistré en avril 2021. En avril 2021. Ouais. Lily le sait bien parce que... Enfin, toi aussi. Parce que tu as accouché 15 jours après l'enregistrement, c'est ça? C'est ça. J'ai accouché en mai, donc voilà, c'était en avril, mi-avril, le tournage. Les enfants de mai sont les meilleurs. Ah ouais? Moi, les 2 miennes sont de mai. Je suis pas du tout biaisé. Bref, 1 million en 2021, 2 millions et demi en 2022. Racontez-moi ce qui se passe entre 2021 et 2022. Qu'est-ce qui change? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Déjà, grâce à ce million fait sur l'exercice 2021, ça nous permet de nous projeter un peu plus, de nous structurer, embaucher nos premiers salariés qui nous permettent de nous apporter leur savoir-faire, leur talent. Ouais, donc Lily, marketeuse. C'est ça. De base, toi, produit, pilotage. Ouais, produit, pilotage. Ops, quoi, c'est ça? Ouais. Alors, vous embauchez sur quoi? Alors, le premier truc où on embauche, c'est une personne pour la logistique, pour préparer nos commandes. Parce que ça commence à... En fait, on se défocus énormément à préparer nos commandes. 1 million, c'est ton Céline, hein. Enfin, c'est votre chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires de flotte. Ouais. Ok. Et du coup, préparer 1 million d'euros de commandes
tout seul, c'était pas Ça facile. prend du temps, c'est... On recrute justement sur la logistique, on recrute sur la partie, on a voulu vraiment pousser la partie digitale. Donc on recrute tout le pôle digital. C'est ça. Donc moi, je m'occupe de tout le recrutement. Donc notre premier recrutement en digital, c'est une personne chargée justement du e-commerce, de l'image. Bon, il faisait une casquette assez large, mais il faisait nos shootings et il s'occupait de tout, de la refonte du site. Donc là, en 2022, ouais, on refait une nouvelle version de notre site qu'on avait en 2021. Qui est la version actuelle. Qui est la version actuelle. Donc la 3e version. Exact. Il y a eu Wix 2021 et 2022. Wix, faut-il vraiment en parler? C'est une version, elle a existé. Exactement. Et donc voilà, il s'occupe de cette partie-là, tout ce qui est achat média aussi. Donc cette personne-là, elle s'occupait de notre compte. Elle était dans une agence avant. Elle s'occupait de notre compte et elle avait envie de se mettre à fond dans une seule marque. Elle était chez qui? Une petite agence indépendante. Je pense pas que tu connaisses. Et du coup, voilà, elle nous a parlé de cette envie-là. Le boss nous a dit, allez-y, franchement. Enfin, on est en très très bon terme avec lui. Allez-y, franchement, c'est une perle. Et on ne regrette pas, ce premier recrutement. Donc, une casquette assez large. Ouais. Il est vidéaste et en même temps, il a la casquette digitale. Ok. Et il fait de l'acquise. Exactement. Ouais. Mouton ouais, donc ce premier axe d'accélération, c'est le B2C en e-com. Yes. Ça représente quoi aujourd'hui ça représente 40% de notre chiffre d'affaires. Quand même, alors que vous avez 300 points de vente en wholesale à côté, quoi. Ok, 40% sur le e-com. Ouais, grosso modo, on fait 60% en B2B et 40% en e-com. Ok. Et en 2021, le e-com, c'était quoi? En 2021, c'était petit, ça représentait 20 ou 30%. Ouais. Ok. Bon, en gros, t'as doublé. Oui. Ouais, en gros, on faisait 200-300 000 euros en 2021 et en 2022, on a fait 1 million, quoi. Ok. Donc en 2022. Belle part de ta croissance. Belle part de la croissance. C'est vraiment le focus de 2022 qui nous a permis d'atteindre les 2,5 millions, quoi. Quel levier, du coup, de croissance? T'as le site, t'as déjà la boutique en elle-même, t'as l'acquise, t'as l'activation CRM, j'en sais rien. Alors, l'activation CRM, on l'a fait plutôt vers la fin d'année 2022. Ok. Après avoir écouté pas mal d'épisodes du panier. Ouais, c'est ça, exactement. T'as un épisode à recommander, d'ailleurs? Je crois que c'était toi qui disais, avec Email Club, si tu fais pas 30% de... Alors, c'est pas moi qui le disais, c'est lui, mais non, ouais, effectivement, Thomas P2Guy, on t'embrasse parce qu'on bosse beaucoup ensemble, mais super épisodes sur l'activation email. C'est super, ouais, et ça nous a un peu ouvert les yeux sur un levier d'acquisition qui était dormant, en tout cas chez nous, parce qu'on avait plein d'acquisitions payantes via Meta, Google, etc. Mais alors au début on faisait que du Meta et on a développé avec Google également. On a travaillé sur du SEO aussi. On a amélioré notre site et on a beaucoup regardé sur tout ce qu'on pouvait améliorer pour le taux de conversion, pour éviter les rebounds, pour la rapidité du site, tout ça. Donc l'optimisation technique du site pour déjà tu gagnes en SEO et tu satisfais ton utilisateur. Et création de contenu aussi, beaucoup de shooting. On a mis beaucoup plus de budget sur les shootings. C'est important le shooting. Ouais. C'est important le visuel produit, l'asset. Surtout pour du textile où on a envie de faire rêver, donner envie aux gens. Donc nous on est sur de l'homme et de la femme, donc on a des shootings dédiés pour les deux sexes, pour que tout le monde puisse s'imaginer en flotte. Et ça, pour la création de contenu, on a mis un gros paquet. Il faut pas lésigner sur les shootings parce que vraiment la photo, c'est la première vitrine, c'est le premier contact que tu as avec le client. Donc soit il aime l'univers et il se projette directement sur la pièce que tu lui montres, soit il aime pas. Et on a un vrai cercle vertueux entre justement ce qu'on fait sur le digital, le e-commerce et notre wholesale, parce que ces créations de contenu, cet univers que tu vends à travers tes réseaux sociaux, ça attire d'autres revendeurs multimarques qui voient ta marque et disent au fait j'aimerais bien vous revendre dans ma boutique. Donc en fait c'est vraiment l'un nourrit l'autre, quoi. Hyper important. Vos principaux apprentissages en 2022 sur le e-com, sur l'optimisation de site,
Est-ce qu'il y a quelques actions qui te viennent comme ça à l'esprit, Mickaël? Je regarde Mickaël parce que je crois que c'est Mickaël, mais je peux te regarder Lily aussi. Où d'un coup, tu as vu une accélération ou une optimisation du taux de transfo? Je dirais déjà faciliter le transport et les moyens de paiement. C'est-à-dire que quand ils arrivent vraiment, que tu as les clients très très chauds, qu'ils arrivent vraiment à la fin de ton parcours client, il faut leur faciliter au maximum le transport par rapport à leur donner le choix entre un transport express, un transport en point relais, etc. pour éviter. Et aussi, tu as un petit truc où la date de livraison estimée, ce qui leur permet de se projeter tout de suite, même pour les cadeaux ou n'importe quoi. Pour les tailles aussi, nous, on a mis un guide des tailles assez complet où on a vraiment la pièce, les mesures de la pièce. Donc, ça te permet déjà d'avoir un peu moins de retour et aussi de faciliter le choix de la pièce et de la taille directement. Ça, c'est important sur les vêtements. Ok. Sur ta fiche produit, est-ce qu'il y a des choses que vous avez ajoutées qui ont fait la diff? J'imagine qu'il y a un ensemble de petites choses, mais je vois par exemple les bouteilles recyclées. Ouais, le nombre de bouteilles recyclées, par exemple pour le modèle Amlo, c'est 12 bouteilles. Ça permet de donner quelque chose d'assez concret aux clients. Le guide détail, est-ce qu'il y a, il y a des points sur lesquels vous avez eu de la friction et vous avez réussi à la lisser? Là où on a eu le plus de friction, alors c'est assez large quand même, mais on avait des problèmes où le client il retrouvait pas forcément la couleur ou la bonne taille parce qu'on a beaucoup de couleurs, beaucoup de tailles. C'était de faciliter le visiteur à aller trouver sa taille en cliquant sur le bouton, parce que des fois on consomme beaucoup plus sur mobile que sur desktop. C'est-à-dire que des fois les couleurs ou les tailles, les boutons ils étaient beaucoup trop petits. Et quand ils appuyaient dessus, des fois ils se trompaient de couleur ou se trompaient de taille. Ça nous demandait du SAV parce qu'ils vérifient pas forcément des fois, et après ils nous demandent mais je me suis trompé, etc. Ou des gens qui tout de suite c'est une galère, allez je recommanderai tout à l'heure, il part et il revient jamais. Et tu scrollais pendant hyper longtemps pour trouver la bonne couleur, parce qu'on avait une fiche produit par couleur. Ouais. Et là, on les a regroupés, par exemple, couleur classique, on les a regroupés 10 couleurs ensemble. T'as tout le kaki, le beige, etc., le bleu marine ensemble. Et donc, du coup, ça te fait sur un seul modèle 3 ou 4 fiches, au lieu d'avoir, on a une quarantaine de couleurs et imprimées. Au lieu d'avoir 40 fois à scroller. C'est ça. Au début, on avait 40 fiches. Ouais, donc si tu loupais, fallait remonter tout en haut pour faire ton choix. C'était pas très facile et on l'a fait. Je pense que ça a bien aidé aussi les gens pour retrouver la bonne couleur. Ok. Le front et le back sont Shopify? Yes. C'est pas un headless? Non. Ok. Donc première accélération sur le site. Raison de cette accélération, t'as parlé de SEO aussi. Comment est-ce que vous l'avez travaillé? On a créé de plus en plus de blogs. Quel rythme, quelle fréquence, on faisait, c'était un premier pas dedans. On faisait 4 à 5 articles par mois. Et là, on essaye de faire 2 articles par mois sur. Et on essaie de faire des articles en interviewant des personnes qui pouvaient aimer la pluie, en interviewant des personnes qui vivaient dans d'autres endroits, des néo-aventuriers qui voyagent, etc., pour leur demander quels étaient leurs besoins. Tu parles au passé? Ouais, parce que c'est 1 ou 2 blogs justement qu'on a fait. Des fiches produits beaucoup plus construites et beaucoup plus fournies aussi. Ouais, on a beaucoup plus décrit sous nos fiches produits en fait toutes les qualités de nos produits, tous les avantages, la technicité, ce qui nous a permis de nous ranker un peu mieux. Les avis également, on a beaucoup travaillé sur les avis de tous nos clients. Tu récoltes comment? Que je récolte de 2 manières différentes. Alors, on a un premier mail qui part, qui est sur... Post-achat, évidemment. Ouais. À quelle date? Au début, on l'envoyait 7 jours après. Ouais. On a remarqué que c'était beaucoup trop tôt. Parce que ça arrive que les clients, en fait, ils n'ont pas récupéré encore leur colis ou ils veulent un échange, pas encore essayé, parce qu'en fait, ils le reçoivent, ils le mettent pas forcément tout de suite. Donc, on l'a décalé à 14 jours. Et après, on a un deuxième mail qui part pour un second avis, une demande d'avis Trustpilot. Ok. Que t'envoies directement sur Trustpilot? Ouais. Ok. Ouais. Pourquoi Trustpilot? Vous avez toujours eu Trustpilot? Ouais, on a toujours eu Trustpilot. On est resté sur ça. Ok.
Cool. Donc, première accélération sur l'e-com pour passer de 1 million à 2,5 millions, qui représentait 20%. Vous êtes à 40% aujourd'hui. Et autre accélération, le wholesale. Vous êtes à 300 points de vente à date. Quels sont vos apprentissages après du coup, vous avez commencé en 2020. Après 3 ans de wholesale. Waouh, le wholesale, c'est quelque chose de particulier quand même. C'est d'une part, c'est trouver les bons représentants, les bons showrooms qui ont des marques avec des univers qui sont assez convergents avec la tienne. Le deuxième apprentissage, c'est les boutiques dans lesquelles tu dois être revendu. Ouais. Le prix aussi, c'est hyper important. Qu'il y ait un respect du prix, on va dire conseillé ou fortement conseillé. Une homogénéité en fait sur le prix. Souvent, tu as quelques clients qui s'amusent en fait à se dire si le produit il est à 100 €, je vais le mettre à 98, tu vois. Mais non, en fait, il faut que tu aies une veille constante sur ça. Des clients qui s'amusent à peut-être pendant les soldes ou les ventes privées à baisser le prix. Et surtout ça, en fait, que nous, c'est des produits intemporels. Donc, on vend toute l'année. Il n'y a pas trop de sens vraiment à le brader. C'est pas, le jaune de janvier, c'est le même jaune que de septembre. Donc, c'est tout le prix. Normalement, c'est le même qui est respecté toute l'année. Donc, ça, c'est hyper important dans le wholesale pour que justement... Et alors, comment tu vérifies ? Ils ont souvent des sites internet, donc on peut voir directement, on fait une veille une fois par semaine pour voir si notre produit est vendu et moins bien cher. appliqué tel que vous l'avez. T'as déjà retiré des... Ouais, ça nous est arrivé. Ouais. Ça nous est arrivé parce qu'on préfère le retirer sur un produit où il n'arrive pas à le vendre. Parce qu'en fait, le problème, c'est un peu le problème du chat qui se mord la queue après, où en fait, il suffit qu'il y a un client qui met ça et que l'autre, en fait, le remarque et se dit, ouais, mais en fait... il me fait de la concurrence déloyale, donc moi aussi je vais m'amuser à faire ça, et en fait ça crée le foutoir en fait dans tout ton réseau de distribution, tu vois. Nous on est partisans du jusqu'à maintenant en tout cas du no sold, no Black Friday, no vente privée. On a un prix juste toute l'année, c'est-à-dire que si tu achètes notre produit à ce prix-là, tu le retrouveras pas 2-3 semaines ou voire 2-3 mois plus tard avec un moins 30, que ce soit sur notre site, que ce soit chez nos revendeurs ou dans notre réseau de distribution en tout cas. Mais c'est beaucoup d'éducation aussi. Des fois, c'est juste le client, il sait pas forcément que il pense que tu vas pas refaire cette couleur-là, par exemple, pour l'été prochain. Donc tu te dis je l'ai cool d'avant, qu'il ait plus de valeur entre guillemets, mais on lui dit non, tout simplement, il va continuer. Donc ça sert à rien. Et là, il comprend. Donc des fois, c'est de l'éducation aussi, ça. Ouais. C'est juste... 300 points de vente, c'est combien d'interlocuteurs ? Alors, c'est beaucoup. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de... Nous, en tout cas, comme notre marché, il est principalement français, on a facile 200-250 interlocuteurs. Ouais. Après, géré beaucoup par les agents. Oui, non, mais voilà, c'est ça ma question. Toi, tu parles à combien d'agents ou combien d'acheteurs indépendants ? Alors, nous, on leur parle à tous, quand même. Parce que, par exemple, on le fait encore aujourd'hui, mais c'est pas dit qu'on pourra le faire indéfiniment, mais... on leur demande à chaque fois comment la saison s'est passée. Donc, on leur phone au moins une fois dans la saison, à minima, voire 2, parce que pour leur demander comment ils veulent être livrés, à quelle période ils veulent être livrés, comment ils souhaitent payer, etc. Même si le travail... En fait, tu as les agents qui font le travail en amont, récolte des commandes, toutes les conditions, etc. Et ensuite, nous qui repassons derrière, en fait. Et ça, l'agent, il est OK avec ça ? L'agent, il est OK avec ça. Ça fait partie du... Okay. Ouais. Et combien d'acheteurs ? Du coup, donc tu as 250 interlocuteurs pour tes 300 boutiques, environ. Combien d'acheteurs ? C'est ce nombre-là. C'est à 250. Mais parce qu'il y en a... sur le setup, je veux dire, combien d'agents ou combien d'indépendants en direct ? Tu vois ce que je veux dire sur la première commande ? C'est-à-dire ? T'as des agents qui t'ont ouvert plusieurs boutiques. Oui. Mais tu parles à toutes les boutiques. Oui. Donc pour cette première commande, ce premier cercle, on va dire, qui va faire cette première vente, c'est à peu près combien de personnes ? Le nombre d'agents, on doit avoir environ 6 agents. Sur la France. Ouais, mais t'as des indépendants aussi qui viennent direct, non ? Des personnes qui ont des boutiques avec lesquelles vous dealez en direct ? Non, principalement maintenant les indépendants, en fait, à chaque fois qu'ils veulent ouvrir un compte, ils peuvent nous parler. Par l'agent de la région. On les redirige vers l'agent de la région. Et après, pour l'export, par exemple, on est vendu en Grèce, en Suisse, en Espagne. On a des distributeurs. Ok, je voyais Lily qui regardait son verre vide par des distributeurs. Okay. Ouais. Pour le coup, avec les distributeurs, ce qui est différent des agents, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le distributeur, lui, gère tout.
Donc nous, pour le coup, on parle à aucun interlocuteur. Les relances paiement, tout voilà. ça, c'est lui qui gère. La livraison, c'est lui qui gère. Les agents, on a un contact avec le client final, enfin le client final, l'indépendant, mais le distributeur, on n'a pas de contact du tout. Alors, il nous donne la liste de où est-ce qu'on est distribué pour contrôler la qualité du réseau de distribution, mais c'est lui qui va aller faire tout le travail. C'est aussi pour ça qu'il prend 2 fois plus. Exactement. On parle de quoi, 10-15 pour les agents et 20-30 pour les distributeurs. Cool. Donc, de l'e-com, accélération, du wholesale, accélération. Vous avez fait aussi des pop-up et vous faites 2 pop-up par saison. Ouais, 1-2 pop-up par saison. Pourquoi ? Pour pouvoir tester notre concept retail, pour voir si justement on a une profondeur de gamme assez importante pour faire vivre un pop-up sur 3 à 4 mois et pour avoir les commentaires directs, produits, les feats, parce que sur un revendeur, t'as des fois le biais de lui, ce qu'il ressent. Il pense qu'il a bien vendu ou pas bien vendu ton produit, mais au final, il est soit pas tout le temps là, soit au final, c'est juste parce qu'il le voit tous les jours devant ses yeux et il pense que c'est moins bien vendu, alors qu'au final, quand on revoit avec lui ses stats de vente, il y a certains produits qui sont plus ou moins bien sortis. Là, on a le fit direct avec le client et on sait les développements futurs aussi qu'on aimerait faire. Et je pense que le côté humain reste très important, même si on s'est beaucoup digitalisé ces dernières années. Ça nous permet d'avoir une relation en fait avec la communauté qu'on a aujourd'hui, nos clients finaux, et ça leur permet de les challenger eux aussi en leur disant qu'est-ce que vous attendez de flotte sur l'avenir, sur les produits, est-ce que vous êtes satisfait ou non du produit, de la qualité, qu'est-ce que vous attendez en plus. Et nous, en fait, ça nous permet de construire notre marque et notre entreprise sur le long terme. Comme on avait un seul produit qui sort à 99 €, qui est notre modèle phare, on a remarqué exactement celui-là. Et on a remarqué... Le mien, pardon. Du coup, ils ont tous un nom de station et lui, il s'appelle Amelot. Amelot. Ouais, c'est pour la rue Amelot, parce que c'est notre rue là où on habite. Et donc du coup, on avait envie de tester toute la gamme et on s'est rendu compte que sur un pop-up store, tu peux pas avoir qu'un seul produit à 99 €. Il va falloir que tu aies des produits d'appel. Donc c'est là qu'on a lancé des gourdes, on a lancé des accessoires, des plaids qui se transforment en coussins. Enfin bref, des choses beaucoup plus modulables et pour être moins tout à chères. fait transparent, tu vois, le premier pop-up qu'on a lancé, ça nous a énormément apporté parce qu'on a remarqué que en fait, avec 1 ou 2 produits déclinés en plein de couleurs, ça marche sur de l'e-com, ça marche sur du wholesale, mais pas sur du retail physique. T'arrives, le client, il vient, il fait un tour de la boutique, il se dit, OK, soit j'aime ce produit-là, soit je l'aime pas. Alors, ça marche pour certains, Enfin, ça marche, c'est un coup de com', mais je pense à Chanty, qui a un biscuit, qui est en plus personnalisable, mais qui fait son pop-up sur là-dessus. Mais j'entends le. Après, voilà, c'est un domaine en fait un peu différent. C'est comme pour la food, par exemple. On vend que des burgers, ça marche. Tu vois, c'est une approche un peu différente. Alors, vous êtes pris les pieds dans le tapis avec ces pop-up ? Est-ce qu'il y a quels apprentissages Qu'est-ce que tu fais dans le 5e que t'as pas fait dans le premier ? Ce qui est important, c'est vraiment le recrutement de la force de vente, je pense. Là, j'ai mis beaucoup plus l'accent sur la formation. Donc on prend vraiment le temps pour toutes les personnes qui représentent la marque pour lui exprimer toutes les forces caractéristiques du produit. On va vraiment loin dans la technicité et dans aussi comment on l'a réfléchi et créé pour qu'ils puissent ressentir cette vibe, parce que tu sais qu'ils vont pas ressortir ton discours de A à Z, donc essaye de donner le maximum pour qu'ils puissent t'en donner au moins de A à K. Donc du coup c'est important de la formation, c'est ça qui était clé, je pense. L'emplacement, ouais, c'est ça, c'est important. Là, on est actuellement au printemps de Rennes et c'est plutôt, déjà la localisation, c'est bien. Rue de Rennes ? Non. Au printemps vraiment de la ville de Rennes. Ok, de la ville de Rennes. Il y a un printemps rue de Rennes. Je crois à Paris, peu importe. Ouais. Donc le printemps à Rennes. À Rennes, ouais. Okay. Et donc là, on a plus, comme je te disais, plus de produits. Plus de typologie de produits et aussi une force de vente qui va être plus formée. Okay. C'est ça qui est hyper important. Ok. T'allais rebondir ? Ouais, la force de vente, parce que en fait, on vend une expérience client aussi pendant un moment de retail, mais également, comme elle l'a dit, la largeur de la gamme, l'identité, parce que en fait, sur un e-commerce par exemple, on a ces fameuses images, shooting, etc., qui transmet le message, mais sur un lieu de vente,
par exemple, on doit le Tu transmettre peux différemment. raconter ton histoire. Voilà. Ouais. Comment tu fais pour raconter ton histoire sur un lieu de vente physique, des fois avec des personnes qui n'ont peut-être pas le même discours pareil et au mot pour mot que toi. Donc tout ça avec des mots, avec des PLV par exemple. Ça nous a appris à développer des publicités. Enfin, PLV, c'est publicité sur lieu de vente pour montrer que le produit est recyclé, certifié, labellisé Global Recycle Standard. Tu vois, c'est des trucs que tu peux pas forcément mettre ou dire quand la personne ne le dit pas en fait. Ouais, ou tu mets ça sur une fiche produit, mais c'est Ouais. au 4e paragraphe et les gens le sautent quoi. Non mais ok. Il y a des enseignements dans ces pop-up et ça fait partie des gros projets 2023. Vous allez les mettre en application puisque en 2023 vous voulez ouvrir votre première boutique en propre, premier retail quoi, premier pas dans le retail. C'est ça. Et là, on veut vraiment appuyer sur l'expérientiel avec le son, l'odeur, l'odorat l'odeur de la pluie, tout ça. On veut vraiment, quand on rentre dans une boutique flotte, il faut que on sente qu'on rentre dans la pluie, quoi. Ok. Je suis impatient de voir. Ce sera où? Vous avez déjà trouvé l'emplacement? On est en train de chercher. Ouais. Okay. On voit 2-3 endroits qui nous plaisent, mais on a ciblé le quartier du Marais, quoi. Du Marais. Ouais. Ok. Alors, il sortira d'ici là, mais écoutez vraiment l'épisode d'ici à ce que cet épisode sorte, pardon. Écoutez l'épisode avec Emilien Foiré, justement, où on parle de ça, location. Ouais, c'est vraiment où il raconte que sur la rue Vieille du Temple, si je dis pas de bêtises, ou la rue des Francs-Bourgeois, je sais plus, mais qu'en gros, il y a la rue des DNVB et que c'est là qu'il faut très bien être. placé, ouais. Et que la plus belle des boutiques, mais au fond d'une rue déserte, ça sert pas à grand chose. En fait, on nous a beaucoup appris, comme tu disais, emplacement, parce que payer moins cher, si tu veux, un droit au bail ou un fonds de commerce dans une rue qu'on va vous vendre un bis, adjacente. Ouais, en fait, vous allez investir beaucoup plus pour créer des événements, pour attirer le flux, en fait, communiquer là-dessus, alors que quand on prend sur l'emplacement numéro 1, et ben finalement, le flux est là naturellement. J'en parlais aussi avec, super épisode avec Marie, je veux pas dire de bêtises sur son nom de famille, mais qui est la fondatrice de La Meringuée. Super épisode qui est sorti il y a pas longtemps. La Meringuée, c'est pas des pâtisseries, mais des labos où on vend de la meringue, de la pavlova. Il y en a 5 boutiques dans Paris et les 5 sont des rues mythiques. Il y a la rue de Lévis dans le 17e, il y a la rue des Martyrs dans le 9e, il y a la rue du Cherche-Midi dans le 5e ou 6e. Ouais. Et elle m'expliquait qu'à quelques mètres de plus ou de moins, ton CA au mètre carré peut être du simple ou double. Carrément. Ouais. Et qu'au sein d'une rue, emplacement numéro 1, enfin catégorisé emplacement numéro 1, disons, au sein de cette même rue, il peut y avoir des différences aussi hyper importantes. Ouais. Et son conseil à elle, qui était assez intéressant, elle disait avant de signer, en tout cas, il faut y aller un samedi matin, un samedi midi, un mercredi matin, un mercredi midi, et se mettre à différents endroits de la rue et compter les gens qui passent. Ouais, compter les gens qui passent, pas hésiter à rentrer dans la boutique voisine et demander à la vendeuse, parce que souvent, la vendeuse, elle a tous les jours, elle sait bien. Ouais, elle sait très bien, lui demander, aujourd'hui ça va, il y a eu du monde, etc. Donc lancement wholesale, le B2C a suivi fin 2020 avec différentes refontes, des pop-up pour rencontrer sa communauté, raconter son histoire et avoir du feedback produit, une boutique à venir en 2023. Est-ce que vous êtes sur des marketplaces ? Non, on n'est pas sur des marketplaces. Pourquoi ? Alors justement, pourquoi ? Parce ça marcherait bien en plus. Je pense que ça marcherait bien. Mais il y a moins de problèmes de taille que sur un vêtement qui est peut-être près du corps. C'est dans une boîte, c'est fun. Ouais. On a fait le choix de justement fermer les marketplaces parce qu'on a envie de rendre notre produit en fait et que tous les gens qui sont intéressés par notre typologie de produit puissent le retrouver dans notre réseau propre de distribution, qui est notre site, qui sera nos revendeurs multimarques. C'est pour aussi un peu les protéger, de pouvoir contrôler aussi à qui on parle, parce qu'on sait que nos revendeurs, leur clientèle, on les connaît, parce que sur notre e-commerce, sur notre site en tout cas, on sait à qui on parle et à qui on s'adresse, alors que sur un site de marketplace, en fait, il parle à un peu beaucoup trop de monde et différent. Voilà, on veut s'adresser à ces personnes-là et ça nous permet de contrôler justement ça. Maintenant aussi, les sites de marketplace, on n'a pas envie d'être dépendant, si tu veux, de plateformes comme celle-là qui peuvent te faire gonfler un chiffre extraordinaire sur un mois sur l'autre. Aujourd'hui, ils t'annoncent 10 ou 15%. Il suffit que demain, on leur tire un peu les oreilles, ils veulent un peu plus de rentabilité. Ils te disent, maintenant,
c'est 20% et tu peux rien dire et tu acceptes et que tu acquiesces. Ok. En préparant cet entretien, on parlait de Kabaya. Ouais, tu me disais, ou vous me disiez que vous étiez dans le même vertical, même univers en tout cas. Kabaya, beau carton aussi sur très beau carton sur Amazon et super boutique. Ouais, c'est un beau succès. Ok, mais vous fermez pas la porte? On ferme pas la porte, on sera peut-être à l'avenir amené à en faire. Ok, cool. On a parlé plein de sujets, j'aimerais parler un tout petit peu de marketing. On a parlé de l'importance des contenus. Il faut savoir investir. Le premier shooting, il n'a pas dû coûter grand-chose, Ketsen. Aujourd'hui, un shooting, c'est quoi? C'est entre 20 25 000 euros, 20 à 30 000 euros, selon le nombre de mannequins qu'on prend. Le shooting, ouais. Donc pour sortir tes assets. Ouais, c'est ça. Est-ce que avec ça, tu fais tes assets produits, enfin ton pack shot? Est-ce que tu fais en plus du... Non. En fait, tu fais pas les pack shots entre 20 et 30 000 euros. C'est que les campagnes, c'est-à-dire lifestyle, un peu tout celles qui sont à l'extérieur. Ouais. Mais en rachat, juste création d'assets, on est d'accord. C'est ça. C'est-à-dire qu'après, quand tu viens sur le site, que tu as le pack shot, c'est encore un autre shooting. Ok. Qui coûte moins cher, bien évidemment. Oui. Où tu shootes juste. 20-25 000 balles, ton shooting produit, lifestyle à utiliser. Mais qui dure 6 mois. Qu'on garde que tu utilises pendant 6 mois. Que j'utilise pendant 6 mois, exactement. Et on a entre 2 et 4 mannequins. Donc 2 filles, 2 garçons, et on part. Soit on reste en France, soit on part, mais là souvent on part. Et ça coûte ce prix-là, ouais. C'est un gros budget. Et ça dépend ce qu'on veut vraiment faire, tu vois. Si on a envie de faire couler de l'eau, je dis n'importe quoi, en une cascade d'eau, c'est plus complexe et ça va coûter plus cher. Si on fait juste un shooting dans un endroit qui est déjà magnifique, il y a moins de décors. Mais c'est pas une évidence en tant qu'entrepreneur de se dire allez, je vais dépenser 30 000 balles sur un shooting photo lifestyle pour utiliser sur mes réseaux et mon site et mes blog posts. Comment vous y êtes venu? Ouais, voilà, nous c'est venu très progressivement. Il a été très smart où il a été très smart. Ouais, c'est l'agence avec laquelle on travaillait quand on a commencé avec la refonte du site, où il nous a dit je sais que c'est un petit budget, mais c'est des photos qui vont vous durer 8 mois. Qui vont vous rapporter aussi sur du wholesale, parce que vraiment c'est ça qui ont fait la différence, je pense. Et que tu pourras utiliser sur ton catalogue, sur tes adsets, que tu pourras utiliser partout. Et on le mettait aussi sur le site. À ce moment-là, on faisait pas un autre shooting à côté. Et il nous disait ça va te coûter 10, 15 000 euros, allez, 10 000 euros. Et ça dépassait toujours un tout petit peu. Et on se dit, on fait un peu ce sacrifice-là. Et de fil en aiguille, quand on voit, tu vois, nous, on est des pros du héroïste. On est très héroïste. Quand on voit le retour sur investissement après, avec ces images de qualité qui nous ouvrent énormément de wholesale aussi, parce que ça donne une belle image, et on se dit, tiens, on va pousser encore un peu plus. Des collabs aussi, vraiment. Comment tu vas de ton shooting lifestyle à du wholesale, à de l'impact sur le wholesale? Ouais. En postant sur les réseaux sociaux. Et donc tous les revendeurs multimarques sont sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc en fait, quand tu postes tes ads ou quand tu postes sur ta page, ils voient un univers. Oui, d'accord. Tu travailles ton image au sens large. Tu travailles ton image. Exactement. Et ils sont attirés par ça, plus que sur un shooting e-shop. Ouais. Et quand tu leur présentes aussi, tu vois, un line sheet, un lookbook avec de belles images, avec une vraie identité, ils sont emmenés avec toi, tu vois, dans l'aventure, ils sont embarqués dans l'aventure et ils se disent, tu vois, ces gens-là, même si c'est une nouvelle marque, elle a des idées, elle a des convictions, elle a une ADN. Elle est sérieuse. Elle est sérieuse aussi. Enfin, je pense que c'est ça que ça veut dire. Hein. Bien sûr. Et ça les rassure de ce point de vue-là. Donc, au final, on commence avec 10 000 euros, où ça déborde un peu, c'est un vrai investissement. Et après, on se dit, il y a un vrai retour sur investissement. La saison prochaine, on en met 15, ça dépasse un peu à 18. Et après, on voit que ça marche. Et on se dit, allez, on lâche les chevaux. Ok. Intéressant. Sur vos budgets, donc il y a une petite partie sur ces contenus et ces shootings. En termes de répartition, qu'est-ce que vous mettez en Meta et Google? On a un peu ralenti sur Meta. À un moment donné, on y allait vraiment fort parce qu'on avait un beau ROS. Et quand j'ai vu qu'on avait un beau RS, pareil, on a lâché les chevaux. Je vais dire, only the sky is the limit.
Donc je leur ai dit, tant qu'il y a un retour sur investissement, allez-y, augmentez les budgets. Là, c'était déjà en interne ou c'était en externe? Là, encore c'était déjà en interne. Ok. Et là, on a vu que Meta, ces derniers temps, ça ralentissait un peu. On était sur Google où on a été accompagné par un account manager Google pour un programme de booster ou je sais plus quoi. Et on a vraiment beaucoup augmenté les budgets Google. On est quasi sur du 70% Google, 30% et 30% Meta. ouais. Ok. Après, on fait un peu de Pinterest, etc. Mais ça reste une part très marginale, ouais. anecdotique. Ok. Ouais. 70% sur Google et tu fais quoi? C'est-à-dire combien? Non, shopping, de la marque, On fait shopping, on fait marque, on fait search. Le Ouais. search marche bien. Le shopping, on a assez de concurrence dans le shopping. Donc c'est un peu... faut sortir son épingle du jeu, faut miser, faut être constamment là-dessus. Après, moi, je suis pas au quotidien là-dessus. Aujourd'hui, on passe par une agence, mais on voit que grosso modo, les metrics sur Google ont un meilleur rendement que sur Meta. Beau SEO, hein. Je suis en fenêtre anonyme Google France, imperméable coloré. Bon, tu me diras, c'est quand même ultra ouais, c'est très qualifié comme requête, mais bon, vous êtes effectivement en numéro 2 sur Google Shopping, sur l'Anatole. Ouais, c'est... Okay. C'est un de nos produits aussi, ouais. Et vous êtes en numéro 1 en revanche en résultat en SEO, quoi. Ouais. Bon, c'est trop qualifié comme requête peut-être, hein, pas Imperméable représentatif. coloré, Mais... t'as fait? Ouais. Bon, ça va, c'est vraiment qu'il n'y en avait pas d'autres que nous, quoi. Après, on joue beaucoup, tu vois, sur les mots composés de plus en plus parce que le mot imperméable tout court, ça Imperméable tout court au singulier, bien, je crois en qu'on fenêtre anonyme. Vous êtes 3e. Ah non, il y a Kawi. Ouais, bah. Kawi, Amazon, Decathlon et Flotte. Mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal déjà. Pas mal. Cool. 2 sujets encore que je voudrais voir sur la partie accélération. Question très rapide, mais je vous ai découvert sur qui veut être mon associé. Yes. C'était cool. Ça vous a apporté quoi? C'était vraiment une énorme visibilité. T'as, je crois, 3 millions de téléspectateurs qui te regardent. On a fait, je sais pas combien de millions de vues sur les réseaux. C'était 500 commandes le soir même. T'as 150 000 personnes qui sont sur le site en même temps. C'est incroyable. Surtout le mois de février, vraiment, ça nous a vraiment propulsé et on n'est jamais retombé, au niveau d'avant en termes de commandes, en termes de Donc tu franchis visiteurs. un palier, quoi. Ouais, tu franchis un vrai pic, palier. Mais tu fais une marche. Exactement. Ok. Si tu veux, franchement, qui veut être mon associé, ça nous a permis de gagner, entre 6 mois et 1 an sur notre croissance. Ouais. Parce que en fait, le nombre, comme je l'ai dit, le point de contact, le nombre de personnes à qui tu t'adresses, en une soirée finalement, t'as tout ce monde-là qui est à l'écoute en prime time à 21h10 le soir. On a doublé le nombre de followers sur Instagram. Juste après, on a fait un meet-up. On avait une boutique ouverte au Beaugrenelle à ce moment-là. On a fait un petit meet-up dans la boutique pour si des gens voulaient nous rencontrer, poser des questions. Donc ça, c'était top. Et on nous en parle encore là maintenant, 1 an et demi après. Voilà, la preuve. Moi. Vous aviez quand même rassemblé pas mal de... Vous avez coché pas mal de cases. Ouais. Et je pense que le couple, la jeune marque, t'étais enceinte. Je pense que la marque est sympa. Tu vois, je pense que mine de rien, ils nous ont quand même, parce que le processus de sélection est assez complexe. Ouais. Et je pense que mine de rien, quand même, tu vois, ça a marqué. Et eux, ils se sont dit la même chose. Tu vois, ils se sont dit, on doit les diffuser, on doit les mettre en avant peut-être, parce que on cochait toutes ces cases-là. Alors nous, c'était pas volontaire de notre part. Oui, je suis pas tombée enceinte exprès, c'est ouais. ça que tu veux dire. Non, mais... et d'être en couple non plus, tu vois. Mais je pense que à partir de ce moment-là, ils se sont dit ouais, tu vois. Et je pense que ça a parlé à beaucoup de gens parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit dans n'importe quel domaine, où ils entreprennent en couple aussi. Je pense personnellement que t'as des trucs comme ça. Je veux pas aller trop loin parce que ce sera pas politiquement correct. Faut savoir utiliser ses avantages, et ses avantages, c'est son intelligence, son expérience, son réseau. C'est aussi parfois une origine, une histoire, un couple, un machin. Faut pas hésiter. Business is business. On a qu'une seule occasion de faire une première impression. Faut pas hésiter à l'utiliser. Alors je dis ça pourquoi? Non, je vais pas aller plus loin. J'avais un exemple, un contre-exemple justement. Mais ok. T'es sûr que je peux pas dire?
Ouais, je suis sûr. Ce sera absolument pas politiquement correct. Mais faut savoir utiliser ses avantages. Enfin, son histoire. Vous faites des capsules. Vous avez fait 2 capsules. Il y en a une 3e qui sort début mars. Donc, qui est sorti au moment où vous écoutez cet épisode, chers auditeurs, avec French Bandit pour des... Ouais, alors non, c'est Paul & Joe qui va sortir là, en mars. Ouais. Et les 2 premières collaborations, c'est avec Et moi en septembre dernier. Et en octobre, avec French Bandit sur une collaboration en capsule pour imperméable pour chien. Imperméable pour chien, c'est drôle. Elle a fait un carton. Raconte-moi ce que tu as appris sur ces 3 capsules qui ont vu le jour et peut-être d'autres qui ne l'ont pas vu. Ouais, il y en a plusieurs qui n'ont pas vu le jour et je pense que ce qui est important quand tu es un entrepreneur, c'est bon, ton temps est forcément limité, mais l'humain aussi est au cœur de tout. Et quand tu as un fit avec les marques, les dirigeants ou les personnes avec qui tu parles en face, c'est ça qui va permettre de faire une belle collaboration où tout le monde est à l'aise, où tout le monde a envie de communiquer dessus et tout le monde a envie de créer le meilleur produit qui serait en gros le bébé des 2 marques. Et c'est hyper important de capter ça assez rapidement, je pense, pour pas perdre de temps, parce qu'on n'a pas le temps de se défocus, à mettre beaucoup d'énergie sur des développements produits qui ne verront pas le jour. Donc ça c'est vraiment un gros. Typiquement French Bandit, c'est un nouveau produit. Je pense à cet exemple parce qu'il est particulier. Ouais. Donc c'est des imperméables pour animaux, pour chiens. Pour chiens. Petit, gros. On a tout, on avait du XSOL. Okay. Donc c'est vraiment une nouvelle gamme, une nouvelle ligne de produits que tu développes. Combien de temps entre qui a approché qui et combien de temps ça a pris? Alors moi on avait gagné l'année dernière, en 2022 ou 2022. 2022, on a gagné un prix qui est le concours Carmila. Ready by Carmila. Ouais, et donc en gros tu gagnais 100 000 € pour ouvrir ta boutique. Attends, Ready by Carmila. Carmila Ready. Ready by Carmila. Ouais, c'est ça. C'est un prix qui récompense les DNVB en fait. Et nous, on avait été lauréat pour cette édition-là, pour la première édition. Et donc, on avait ouvert un pop-up store à Anglette, dans le Pays Basque. Et, alors, c'est le prix... DNVB Ready by Carmila. Ouais, c'est pas évident. Donc, vous avez gagné. Voilà, et French Bandit avait été le coup de cœur, je crois, du jury. Et donc, on s'était rencontrés à la remise des prix. Et on s'est dit, ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Je pense que ça a pris quelques mois où, du coup, chacun a fait un peu sa vie, on va dire. Et je sais plus, je l'ai recroisé. Je dis, non, mais il faut vraiment qu'on fasse cette collab parce que j'avais vraiment envie de faire des impairs pour chiens. Et je trouvais sa marque hyper cool. Donc, je l'ai recontacté, je lui aurais dit. Et là, on a développé une collection. Je pense que ça a pris 6 mois, le temps entre l'idée, la production et au moment où c'est sorti. Mais c'était assez fluide. Prend du temps. Ouais, donc ça prend énormément de temps. Ah, oui. Mais ça reste assez fluide. En fait, on le sent. Les collabs, elles se font par le côté humain, par les rencontres, par les similitudes que tu trouves entre ta marque et la marque qu'il y a en face. Par l'envie des 2 marques, de s'associer. Quoi. Et l'investissement aussi du temps, de l'énergie des 2 marques. À chaque fois, on met à peu près 6 mois, la moitié d'une année pour sortir une collab, quoi. Et là, en mars, on sort la collab avec Paul & Joe et on bosse avec depuis plus d'1 an là. Ouais. Pour sortir. À quoi tu mesures le succès d'une collab? Pourquoi tu fais une collab? C'est pour aller chercher de nouveaux bassins d'audience, clairement. Ouais. Tu vas parler à leurs audiences et eux à la tienne. À quoi tu mesures le succès? Tu mesures le succès, je pense, à déjà la notoriété de ta marque, le positionnement, si ça t'aide à te positionner sur un niveau où tu voulais être. Et bien entendu, aux ventes, quoi, au taux de sortie, tu te fixes un objectif. Mais tu fais que du B2C sur ton e-com? Ouais. Sur ces collabs? Oui, on fait tu que les mets pas chez tes distributeurs? Non. Là, on l'avait pas, on l'a fait que pour notre site. Et Paul & Joe? Paul & Joe, il sera disponible en B2B aussi. Chez les distributeurs, chez les revendeurs multimarques. Chez les revendeurs. Ok. Nous, on est partisans vraiment du côté omnicanal où on n'a pas, tant que possible, on n'a pas envie de fermer la porte à un canal de distribution ou pousser un canal de distribution plus que l'autre. Donc, quand c'est possible et quand la marque en face le veut bien,
et ben on ouvre aussi notre réseau de distribution wholesale. Ça dépend aussi du timing, quoi. Si vraiment on arrive, parce que voilà, on a des périodes de vente précises, janvier, février, mars pour la collection, pour vendre l'hiver, ben il faut qu'on ait les collections à ce moment-là. Si la collaboration sort un peu après, bah on loupe ces périodes de vente, donc du coup il reste que pour le e-commerce. Je pense qu'on est à l'aube d'un petit écrémage, malheureusement, de pas mal de jeunes startups e-commerce. Ouais. Je dis pas qu'il faut faire de l'omnicanalité, on peut survivre sans, mais ça aide. Non, ça aide. Enfin, pour revenir à ce que tu disais, les partisans oui. Ça aide énormément. Tu vois, nous, quand on regarde nos stats et nos leviers de communication, on regarde un ROI global. On regarde pas forcément un ROAS sur chaque. Et tout à l'heure, on parlait de marketing, par exemple. On a fait une opération couvre-sel en septembre dernier. On a distribué 10 000 couvre-sel dans tout Paris. C'est quoi un couvre-sel couvre-sel, pardon. Ouais, un truc pour couvrir la selle de vélo. Le selle de vélo, exactement. Un couvre-sel. Fait à partir de chutes, en fait, de tissus. De nos anciens. On les a réutilisés et on les a mis sur tous les vélos parisiens. Et on l'a refait après à Lille, à Caen et à Lyon. Et ben ça nous permet d'ouvrir, d'aider sur le e-commerce, mais d'aider aussi tous les revendeurs qui sont présents dans la ville. Vous avez, grâce à des chutes, produit 10 000 couvre-sel que vous êtes allés avec, j'imagine, une équipe interne ou externe, une agence externe, ouais. Déposée sur des selles de vélo dans Paris. Ouais. Exactement. Brandé flotte, évidemment. Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait sur le couvre-sel ? On avait écrit 100% des personnes qui ont vu cette couvre-sel ont tapé flotte.fr. Et donc là, en fait, en gros, on voyait tout le site et ça a été en dessous. Cette couvre-sel a été faite à partir de nos imperméables et les chutes de nos tissus d'imperméables. Alors, je suis en train d'essayer de trouver une image. Je la vois en rouge. 100% des gens qui m'ont vu ont tapé flotte.fr. Ok. Donc, on avait plein de chutes de tissus de toutes les couleurs. Oui, de toutes les couleurs en plus. Je vois des rouges, des verts, des pastels. Ok. Ben, c'est malin. Tu vois, c'est des genres d'opérations qu'on va faire et qu'on met en place qui sont assez rapides à mettre en place. Ouais. Et tu vois, on n'a pas les moyens, nous, peut-être, de mettre un 4x3 dans le métro ou dans la rue. Chez JGC Déco, on essaye d'avoir des systèmes D, de l'ingéniosité avec nos moyens pour faire découvrir notre univers. Bon, le temps file. Une dernière question. Ou plutôt un sujet que j'ouvre. On a parlé vos enjeux en 2023, on en a parlé de l'un d'entre eux, c'est d'ouvrir une boutique, un flagship. Toujours de la croissance. Vous faites 2,5 millions, j'ai dit, en 2022. Vous visez combien en 2023 ? 4 millions. 4 millions, c'est beau. Et il y a un dernier grand projet pour cette année, c'est de faire du Made in France. Racontez-moi comment vous allez pouvoir le faire. Alors en fait, comme je sais pas si Mickaël tout à l'heure l'a dit, mais depuis le départ, on avait toujours eu envie de fabriquer en France et on nous a dit non, tout simplement parce qu'il n'y avait pas les moyens, parce que il fallait montrer patte blanche, fallait montrer aussi qu'on allait une marque qui allait devenir solide. Enfin, il y a plein de marques qui veulent se lancer tous les jours et où justement les entrepreneurs, les fabricants, on les sollicite beaucoup. Et donc du coup, on nous a beaucoup dit non au départ et on n'a pas lâché l'affaire, on n'a pas enlevé ce projet de la tête. Il y avait le problème de la technicité de fabrication d'un imperméable où il faut en fait le rendre étanche. Et ça demande un savoir-faire qu'on avait à l'époque, mais qu'on a perdu entre-temps. Ça demande des machines différentes de ce qui existe à l'heure actuelle. Ouais, pour expliquer rapidement, pour faire un t-shirt ou un slip, t'as juste besoin d'une machine à coudre pour coudre les deux bouts ensemble. Mais nous, en fait, cette partie-là, on peut la faire, mais il faut aussi que l'eau ne passe pas à travers, qu'elle garde le côté imperméable. Et donc là, t'as besoin de thermocoller toutes les coutures pour qu'aucune goutte passe à travers. Et donc, c'était cette étape-là qui nous manquait. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? On réfléchissait. Mais tout le reste, ça va. Donc, tout le reste, ça va, oui. Les consommables. Non, la main-d'œuvre. C'est ça. Il faut quand même que les gens t'ouvrent tes lignes, t'ouvrent une ligne de production et qu'ils acceptent de te fabriquer. Il faut trouver le partenaire qui sait fabriquer, on va dire, un vêtement d'extérieur. Parce que un peu technique. Un peu technique, parce que le fabricant qui fabrique des t-shirts, il ne saura pas faire l'imperméable. Enfin, la pièce à manche en général. Il faut trouver un fabricant qui fait déjà soit du costume, des tailleurs, des tailleurs sur des pièces à manche. Donc oui, ça te réduit encore plus le champ des possibles. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on a fait venir une machine
en juillet dernier. Ok. On a fait venir cette Que machine. vous avez acheté? Ouais, qu'on Ça a coûte combien acheté. une machine comme ça? Ça nous a coûté. C'était aux alentours de 20 000 euros. Ok. Ouais. Donc elle est venue d'Asie directement en France et on forme des équipes depuis plusieurs mois sur l'utilisation de cette machine pour thermocoller. Donc vraiment, tu as un rapatriement de la machine et aussi du savoir-faire Excellent. qu'on est en train de mettre en place et on va sortir d'ici un mois la collection. Donc ce sera produit recyclé Made in France fin 2023. C'est ça. Non, exactement. pas fin 2023 là. Non, Mi-2023. Ouais, c'est ça. Ok. Donc Bah, ça c'est va être- super. ça va être génial. On l'a demandé depuis le début et on est hyper fiers de pouvoir le faire maintenant. 1h20, on est dans les... Dans les clous. On n'est pas du tout dans les clous, mais on est dans la fourchette haute. Chers auditrices, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Allez sur flotte.fr pour découvrir les produits. Michael Pan, PN et Lily Wu, W-U, sur LinkedIn, si vous voulez rentrer en contact avec eux. Je vous l'ai dit en introduction, mais vous levez des fonds. Ouais. C'est une belle croissance, c'est une belle histoire. Vous pouvez dire combien? Comment? On souhaite lever 1 million Ok. sur cette année. Principalement avec des gens qui ont une expertise déjà, on va dire, dans le monde du retail, de Du la fashion e-commerce, ou ouais, de la fashion. du e-commerce. Cool. Michael Pan et Lily Wu sur LinkedIn si vous voulez en savoir plus, et sinon je vous ferai une intro. Merci à tous les deux. Écoute, Merci. merci beaucoup pour... C'était cool. Ouais. Ouais, c'était top. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une excellente journée, semaine, soirée, week-end. Je vous dis à très bientôt. Inscrivez-vous à la newsletter pour avoir des infos fraîches et puis les alertes quand les nouveaux épisodes sortent. Merci Lily, merci Mickaël. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.